Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est à Londres pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la faire, ça va être trop marrant. Vous le savez sûrement, je suis historienne de l'art, donc je visite énormément de musées, un nombre incalculable. J'ai l'impression de les avoir tous faits à Paris au moins 72 fois. J'ai fait un épisode à Paris où je visitais les musées une étoile. Et pour cette version londonienne, on va plutôt visiter tous les musées insolites. Je dirais même farfelus, je crois que c'est vraiment le terme. Il y aura des choses très bizarres, un peu dégoûtantes. Certains musées un peu plus poétiques mais très insolites. Donc voilà, on en a 4 au programme et on commence tout de suite ce matin par le premier musée. On est dans un quartier très chouette que j'aime beaucoup et on va visiter un musée que j'ai jamais fait et que j'aurais jamais visité dans d'autres circonstances. On va visiter une prison. Je vous montre quand même ce petit quartier parce que c'est vraiment très joli. On est vraiment au bord de la Tamise. Là, on a Saint-Paul. Je suis arrivée vraiment ce matin à la gare à 9h. À 9h tapante, j'étais à Saint-Pancras. Et il est 10h et je suis déjà au premier musée, donc ça va être une longue journée. J'espère que ça va être chouette à regarder et à visiter. J'ai trouvé mon petit matcha et on va pouvoir commencer la visite. Rien que l'extérieur du musée est terrifiant, au bout d'une ruelle toute sombre. Et le musée est juste ici. Et on va donc à la Clink Prison. C'est terrifiant. J'ai l'impression que c'est un... Vous savez les trucs à Paris là où il y a des acteurs qui nous font peur et tout. Des maisons hantées, où il y a des acteurs qui te sautent dessus et tout. J'ai l'impression que ça va être ça. Et en plus, il est 10h, donc je suis sûre que je vais être seule dans le musée. Pourquoi je fais ça ? Ah, c'est horrible. Pour la petite histoire, c'est une prison qui a ouvert au XIIe siècle et qui est restée en fonction jusqu'en 1780. C'était la prison du bishop, donc de l'abbé de Westminster, et il avait son propre jugement, donc il pouvait interner qui il voulait. Il y a plein d'objets de torture, donc c'est sympa. C'est hyper lourd. Ça me donne une petite vibe du musée Grévin, mais en terrifiant quoi. Les effets sonores, ils sont terrifiants. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui hurlent. C'est très immersif, hein. Ils ont reconstitué les cellules. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'il n'y a personne qui finançait vraiment la prison et tu devais payer pour tout, même en tant que prisonnier. Donc tu devais payer pour manger, pour avoir un matelas en paille. Tu devais payer pour ne pas être enchaîné. Et donc il y a des gens qui donnaient de l'argent en charité. Et si personne te donnait de l'argent, bah, tu mourrais de faim juste. Je viens de lire que finalement il y avait une solution, si tu n'avais plus d'argent, tu pouvais te faire torturer. Et comme les gens étaient souvent désespérés, bah, ils acceptaient de se faire torturer pour avoir quelques pièces, pour avoir un morceau de pain ou avoir quelques minutes en dehors de la cellule. Une époque sympa. Et ils étaient emprisonnés pour plein de motifs différents, mais à partir du XVIe siècle, il y avait surtout beaucoup de catholiques. Surtout sous le règne d'Élisabeth Ier, on avait beaucoup de fidèles et de prêtres qui étaient enfermés ici. Ils étaient vraiment persécutés, ils étaient interrogés, ils étaient battus, et des fois ils allaient dans des prisons qui étaient encore pires, comme la Tower of London. Et elle est finalement détruite en 1780 pendant les Gordon Riots, les émeutes anti-catholiques. Et elle est incendiée, donc elle est complètement détruite et elle n'a jamais été reconstruite après. Ça, c'est une des tortures qu'ils aimaient le plus, c'est accrocher les gens par les poignets en l'air. Oh là là. Là, on arrive dans la partie exécution, parce que pour l'instant, on parlait pas de mort, on parlait que de torture. C'est de mieux en mieux. Franchement, sympa d'avoir mis une petite illustration comme ça, on se rend mieux compte de l'utilisation, quoi. C'est un musée un peu interactif, ça veut dire qu'il y a plein d'objets de torture qui sont fake et que tu peux utiliser. Et il y en a d'autres dans les vitrines qui sont réels et qui sont d'origine. Bon, la scénographie est vraiment affreuse. Les affichages, les vitrines et tout, c'est vraiment très très moche. C'est sympa l'effet du sang là, si on n'avait pas bien compris le concept. Je sors du musée, c'était pas aussi terrifiant que ce que je pensais, parce que c'est pas si bien fait que ça, donc c'est pas trop stressant. C'est un peu dégoûtant, mais pareil, comme c'est pas très réaliste, ça va quoi, on n'est pas non plus traumatisé. En vrai, c'est intéressant, c'est une histoire qui est très importante pour la ville de Londres. Après, le musée en lui-même est vraiment pas dingue. L'entrée, elle coûte quand même 10 pounds. Je vous le recommanderais pas forcément. C'est marrant, mais c'est pas forcément à faire. Je suis dans un parc absolument magnifique de jonquilles. Je sais pas pourquoi. Il y en a absolument partout. On est vraiment à l'est de Londres et je suis en route vers le 2e musée de notre liste. Et on se rend à la Red School Museum, c'est une école victorienne. On va donc visiter une école du 19e siècle. Je trouve ça trop dingue. Ok, je viens d'arriver, je suis juste devant. Le lieu est incroyable.
Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo. Ça fait vraiment vieil entrepôt. Ok. Je suis à l'intérieur du bâtiment. C'est un lieu qui est typiquement de l'époque victorienne, la seconde moitié du 19e siècle. Et on considère que l'année 1866, c'est vraiment un tournant, c'est une année terrible, où il y a d'énormes vagues de froid l'hiver, des mètres et des mètres de neige, d'énormes problèmes économiques, d'énormes problèmes aussi de santé. Il y a eu une grosse épidémie de choléra. Donc ça ravage complètement Londres en général et le quartier de la East End où on est actuellement, qui est l'un des quartiers les plus pauvres. Et en même temps, c'est une époque où Londres s'étend beaucoup. À ça s'ajoute une crise immobilière où les gens sont incapables de se loger convenablement. Et c'est donc à ce moment que beaucoup d'anthropologistes s'opposent à ce que des enfants vivent dans la rue. Et donc, on a un médecin qui s'appelle le docteur Barnardo qui va fonder cet endroit. Il va récolter plus de 3 millions de pounds, ce qui est absolument colossal aujourd'hui, mais encore plus à l'époque. On a le bureau de Barnardo ici. Ça, j'imagine que c'est une photo de lui. Ça y est, je suis à l'intérieur de la classe, la salle de classe reconstituée. L'idée, c'était vraiment de leur apprendre à écrire, à lire et à compter. C'est incroyable. C'est trop mignon, les écoles peuvent venir et prendre un cours dans une des anciennes salles de classe. Je crois que c'est une actrice qui joue la prof. Quand je suis passée devant, elle était en train de leur expliquer qu'il fallait pas qu'ils écrivent avec la main gauche, que c'était interdit, etc. Le fait qu'on soit vraiment dans le même bâtiment qu'à l'époque, ça devait être vraiment très similaire à ce qu'on voit aujourd'hui. Avec toujours la vue sur le canal. Et la triste ironie du sort, c'est que d'ailleurs, c'est ce canal en partie qui propageait les maladies et les épidémies dans cette partie de Londres. Évidemment, ils ne le savaient pas à l'époque. Et là, on a la reconstitution d'une chambre, enfin même d'un appartement de 1902 à Londres, pour se rendre compte un peu dans quelles conditions ils vivaient. Et ça a été reproduit selon cette photographie. Je fais une petite pause pendant la visite dans leur café, mais incroyable. Ils ont le café le plus tendance de Londres, il est trop mignon. Il y a énormément de jeunes qui passent la journée là pour bosser. Ça donne directement sur le canal, donc je pense que tu peux venir évidemment au café sans aller au musée. L'ambiance est trop chouette. Je suis assise à mon petit bureau d'époque pour vous faire le petit débrief de ce musée. C'est très intéressant. C'est vraiment un musée d'histoire sur la période victorienne. On apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments de contexte. À part ça, en tant que musée en tant que tel, il n'y a que 2 espaces à visiter, la galerie en bas avec les infos et la salle de classe à l'étage. Donc si c'est juste pour le musée, je sais pas si je le conseillerais parce que c'est quand même assez loin du centre de Londres. Mais si vous connaissez bien Londres et que vous voulez découvrir d'autres coins, ça peut être vraiment très chouette de se faire une petite demi-journée dans l'East End. Il y a le café en bas qui est trop chouette, toutes les bords du canal qui sont hyper agréables, il y a des petits parcs. Enfin, c'est vraiment une autre ambiance, un autre quartier, une autre architecture de Londres. Donc ça peut être intéressant de faire un petit tour dans ce quartier-là, surtout s'il fait beau. Et on va enchaîner tout de suite avec le 3e musée. C'est parti. On vient d'arriver à notre 3e lieu et musée les plus insolites de Londres. Je savais même pas que ça existait. On est au musée de l'Éventail. On est en plein cœur du quartier de Greenwich, donc c'est vraiment un quartier assez classe. Il y a pas mal de galeries d'art. C'est un quartier vraiment très sympa. Le bâtiment est très joli. Bon là, je me suis pris la pluie, mais laissez tomber. Mais en même temps, sinon ça serait pas drôle. Et c'est parti quoi. On va voir ce qu'on peut apprendre sur les éventails. I guess beaucoup de choses, vu que je ne connais rien aux éventails. J'ai mon audio guide. Là, j'ai devant moi des éventails faits en ivoire. Là, c'est un éventail chinois de 1790. Je pensais pas voir quelque chose d'aussi joli de toute ma vie, d'aussi précieux. On dirait littéralement de la dentelle. Apparemment, les éventails en plumes, c'était très tendance à la fin du 19e siècle. Et on s'est rendu compte après que les espèces volatiles disparaissaient assez vite et qu'elles étaient en voie d'extinction. Et donc ça a fait augmenter les prix des éventails en plumes. On a un exemple de 1920. Il y a la tête de l'oiseau. Et là, on peut voir comment ils préparaient les dessins. Ils faisaient des maquettes. Et là, on a un exemple d'éventail de 1590. C'est un des plus vieux du musée. Vraiment un chef-d'œuvre. La plupart, le manche est fait le manche, j'ai aucun terme d'éventail. La base est en ivoire, et je trouve ça magnifique. Et des fois, c'est en os. Os de quoi, je ne sais pas. De qui. Mais c'est tellement beau. Là, par exemple, on a un éventail qui représente l'éruption du Vésuve, et la structure est en os. Quelque chose qu'on n'apprécie pas assez dans les musées, ce sont les toilettes. Je pense que les musées devraient marquer des points quand les toilettes sont dans le thème. Celles-ci sont particulièrement extraordinaires.
On a des éventails sur chaque porte, des petits détails de porcelaine au-dessus des portes. Le papier peint est magnifique. Non, c'est trop fort. C'est validé. On vient d'arriver au 4e musée de cette liste. On est au National Maritime Museum, qui a l'air juste dingue. Greenwich, en général, c'est connu pour son nom de marin. À l'origine, ici où on se trouve, c'était l'hôpital des marins. Et l'hôpital, il a été créé au XVIIe siècle pour s'occuper des marins blessés ou retraités de la Royal Navy. Et en 1937, enfin, c'est devenu un musée. Et on trouve aussi l'Observatoire Royal, c'est dur à dire. Et c'est évidemment mondialement célèbre parce qu'il abrite le point zéro du méridien de Greenwich. C'est vraiment d'ici que part l'heure universelle. Donc moi, je suis plus à l'heure que tout le monde qui est à l'heure là. La scénographie est absolument dingue. Oh, mais la taille du truc! Il y a juste l'arrière d'un bateau entier. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Non, là, ils sont trop forts. Pourquoi les Anglais sont capables de faire des choses aussi nulles que le musée de la prison, là, et aussi géniales que ça? Et dites-vous que ce musée-là, il est gratuit. On a une partie sur la vie maritime à Londres, où ils ont une collection dingue de tableaux. Des bateaux toujours plus grands, un peu partout. L'ensemble du musée est trop bien pensé. Chaque salle, il y a des jeux pour les enfants. C'est tellement ludique, en même temps tellement intéressant. Il y a au moins 2 ou 3 cafés. Moi j'adore. Regardez comment ils ont exposé les bateaux. Ils les ont suspendus. Je suis même plus étonnée, à chaque fois que je rentre dans une salle, il y a un bateau grandeur nature. De pays différents, d'époques différentes. Et je sais pas ce qui se passe avec les musées maritimes parce que le musée de Paris, il est aussi extraordinaire. C'est un de mes préférés à Paris en termes de scénographie, de présentation, etc. Donc je sais pas si c'est parce que les deux ont été refaits récemment ou si c'est la mer qui se prête et qui est hyper graphique, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose. Là, on est dans la partie des explorations. Je trouve ça tellement fascinant, les vieilles cartes, les vieux instruments pour se guider. Voilà, typiquement tous ces instruments-là. Au musée de Paris, on peut les essayer, c'est trop intéressant. Et ben ici aussi, évidemment. On arrive sur la partie des échanges, donc les voies maritimes avec l'Asie notamment. On peut sentir les épices. Tellement le musée idéal pour les gens qui aiment pas trop les musées. Bon, moi aussi, là, j'ai envie d'y passer la journée, mais c'est tellement interactif. Il y a des maquettes partout. C'est la plus belle scénographie que j'ai vue de ma vie. J'en fais pas trop. Rien que la porte, elle est incroyable, avec les tridents, Poséidon. On est vraiment au siège de la Royal Navy, c'est incroyable. Les bâtiments, ils sont tellement dingues, c'est immense. Et ça donne directement sur le fleuve au bout. Et de ce côté-là, on a la chapelle de la Royal Navy. Mais l'endroit est extraordinaire. Je profite d'être un peu à l'abri pour vous faire le débrief donc, du musée. C'est vraiment un musée insolite dans le sens où c'est tellement moderne. J'ai pas tout filmé, mais il y avait aussi des parties sur les cercles polaires, sur plein d'expéditions, mais enfin sur plein d'aspects différents de la mer en général. C'est absolument passionnant. La collection est juste complètement dingue. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller, vous le reconseiller. C'est un peu loin, Greenwich. Là, j'en ai pour plus de 50 minutes pour retourner dans le cœur de Londres. Mais il y a tellement de choses à voir ici. Il faut vraiment l'envisager comme une balade globale. Je pense que s'il fait beau, c'est encore mieux. Mais ça a son petit charme aussi sous la pluie. Regardez ça. Non, c'est trop trop beau. C'est vraiment extraordinaire. On est le lendemain, comme vous pouvez le voir, le temps a complètement changé à Londres, je ne reconnais même plus la ville. Je vous ai pas fait de petite conclusion hier, donc j'en profite aujourd'hui pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. J'ai largement de quoi faire une seconde partie. En tout cas, moi j'ai trop aimé tourner cette vidéo, j'ai eu quand même pas mal de bonnes découvertes en soi, donc j'espère que ça vous inspirera pour votre prochain voyage à Londres. Et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une autre ville peut-être en Europe. Et je vous fais des bisous.